Wesley Foster dînait seul lorsque la télévision montra une scène qui, en quelques secondes, détruisit 20 années de certitude. Sur le trottoir recouvert d'une fine couche de neige, une femme serrait ses enfants contre elle, tandis que des sacs, des cartons et des meubles s'accumulaient devant un vieil immeuble de Philadelphie. La journaliste expliquait que Yolanda Jefferson, mère célibataire et aide-soignante, avait été expulsée après avoir perdu son emploi et accumulé 2 mois de retard de loyer. Wesley faillit reporter son regard sur son téléphone. Puis, il vit le numéro au-dessus de la porte. 1847. L'immeuble appartenait à Foster Meridian Properties. La fourchette resta suspendue devant sa bouche. Le penthouse silencieux sembla s'agrandir autour de lui. Il y avait 14 places autour de la table, mais une seule assiette avait été servie. Malgré cela, la voix d'un garçon traversa la pièce vide. « Maman, on va faire du camping ?» Darnell, 5 ans, était assis sur une valise, essayant de transformer la perte de leur maison en aventure. À côté de lui, Xia, 9 ans, serrait son sac d'école contre elle. Yolanda ne répondit pas. Elle se contenta de rajuster le manteau de son fils et de lui dire que tout irait bien. Wesley comprit qu'elle prononçait ces mots sans y croire. Il ouvrit son ordinateur et rechercha l'adresse. Appartement 312, Yolanda Jefferson, locataire depuis presque 5 ans. 58 paiements effectués dans les délais, 2 retards, procédure engagée. Expulsion achevée en 6 semaines. Dans le champ des observations, 3 mots résumaient toute l'histoire. Protocole standard appliqué. Wesley relut la phrase. Cela ne ressemblait pas à un protocole standard. Cela ressemblait à une condamnation. Son père, Aldridge Foster, répétait que les biens immobiliers étaient des actifs, que les contrats étaient des règles et que les sentiments nuisaient aux décisions. Lorsque Wesley avait 14 ans, il avait accompagné son père lors d'une visite dans un immeuble. Une famille quittait un appartement. La mère pleurait, tandis que les enfants protégeaient leurs vêtements dans des sacs. Wesley avait demandé s'il pouvait les aider. Aldridge avait répondu sans ralentir le pas. « Ils n'ont pas payé. Le reste ne nous concerne pas. » Wesley avait appris à ne pas regarder en arrière. Après la mort de son père, il avait transformé 3000 logements en 14 000. Il avait automatisé les recouvrements, confié la gestion à des prestataires extérieurs et approuvé des politiques récompensant la rapidité. Il ne visitait jamais les immeubles. Il recevait des rapports bien organisés, des graphiques verts et des chiffres en hausse. Tant que le taux d'occupation restait élevé et que les revenus augmentaient, il considérait que tout fonctionnait. Cette nuit-là, il comprit enfin que le système fonctionnait. C'était précisément le problème. Il téléphona à son chauffeur et demanda qu'on organise un vol pour Philadelphie. Pour la première fois, il voulait arriver avant les explications. Le lendemain matin, il descendit de la voiture 2 rues avant l'adresse. Le froid traversa son par-dessus, bien qu'il fût habillé pour l'hiver. En marchant, il observa les trottoirs fissurés, les petites boutiques et les arrêts de bus endommagés. Lorsqu'il arriva devant le numéro 1847, il lui fallut quelques secondes pour accepter que cet immeuble fasse partie de son patrimoine. La porte principale était maintenue ouverte par un bloc de béton parce que la serrure ne fonctionnait pas. Dans le couloir, 2 ampoules clignotaient. Il y avait des taches d'humidité au plafond, de la peinture écaillée et un ascenseur hors service. Wesley toucha la rampe de l'escalier. Elle bougea sous sa main. Au 2e étage, il frappa à une porte. Une dame aux cheveux argentés l'ouvrit juste assez pour l'observer. « Qui êtes-vous » ? « Je m'appelle Wesley. Je travaille avec le groupe propriétaire de cet immeuble. Je vérifie les conditions des logements. » Elle ouvrit davantage la porte. « Alors vous êtes entré au bon endroit, mais vous avez plusieurs années de retard. » Odessa Harmon vivait là depuis 12 ans. Elle conduisit Wesley jusqu'à la cuisine où une casserole recueillait l'eau qui tombait du plafond. Elle lui montra le chauffage d'appoint qu'elle utilisait parce que le système central tombait en panne. La fenêtre calfeutrée avec des serviettes et les demandes d'entretien auxquelles personne n'avait jamais répondu. Chaque problème avait une date, un numéro de dossier et une promesse non tenue. « Ils savent envoyer les avis de loyer », dit Odessa. « Pour ça, le personnel ne manque jamais. » Wesley lui demanda ce qu'elle savait à propos de Yolanda. L'expression de la vieille dame changea. Elle prenait soin de tout le monde. Elle revenait de l'hôpital le matin et demandait encore si j'avais besoin de médicaments ou de courses. Elle a toujours payé correctement pendant des années. Quand elle a perdu son emploi, elle a demandé un délai,
Personne ne l'a écoutée. Puis des hommes sont venus sortir ses affaires. Elle avait un endroit où aller? Si elle en avait eu un, ses enfants n'auraient pas passé la nuit dans un refuge. Wesley la remercia et quitta l'appartement avec difficulté, comme s'il manquait d'air. Il ne s'agissait pas seulement de l'appartement 312. L'immeuble tout entier révélait le résultat de décisions qu'il avait signées sans lire au-delà des chiffres. Il se rendit ensuite au bureau régional de Pinnacle Property Group. Gary Whitmore, le directeur responsable, apparut en souriant, persuadé qu'il recevait une visite prestigieuse. « Monsieur Foster, quelle surprise! Nous aurions pu préparer une présentation. »« Je ne veux pas de présentation. Je veux voir comment vous décidez de faire sortir une famille de son appartement. » Gary le conduisit dans une salle et ouvrit le système informatique. Il expliqua les pénalités, les notifications automatiques, les délais et les procédures. Il parlait calmement, comme s'il décrivait l'entretien de machine. « Et lorsque le locataire appelle, demanda Wesley, nous enregistrons la demande. » Yolanda a appelé 11 fois. Gary hésita. « Nous avons beaucoup de logements. Nous ne pouvons pas toujours répondre individuellement. » Elle est venue au bureau. Sans rendez-vous. Elle a payé pendant 58 mois sans aucun retard. Le contrat stipule qu'après 2 mois, nous devons engager la reprise du logement. Wesley referma l'ordinateur de Gary. Qui a rédigé ce contrat? Le directeur détourna les yeux. Votre équipe a approuvé les directives, monsieur. La réponse frappa Wesley plus violemment qu'une accusation. Gary ne mentait pas. Pinnacle avait fait exactement ce pourquoi l'entreprise avait été engagée. L'abandon de Yolanda n'était pas une erreur cachée dans le système. C'était le résultat prévu. Sur le chemin du refuge, Wesley laissa son pardessus dans la voiture. Il ignorait pourquoi il avait fait cela. Peut-être parce que ce vêtement ressemblait à une armure et qu'il ne voulait pas entrer protégé. Le refuge se trouvait dans le sous-sol d'une église. Des rangées de lits étroits occupèrent la salle. Des enfants dessinaient autour d'une table, des bénévoles distribuaient des couvertures et les gens parlaient à voix basse pour préserver un semblant d'intimité. Yolanda était assise près du mur, remplissant un formulaire. Xia dormait, son sac à dos sous la tête. Darnell reposait sur les genoux de sa mère. Wesley s'approcha lentement. « Yolanda ?» Elle leva les yeux. « Qui la demande ?»« Je m'appelle Wesley. J'ai vu le reportage. Je suis venu proposer mon aide. »« Oh, quel genre d'aide ?» Il ne s'attendait pas à une question aussi directe. « Je peux vous trouver un logement temporaire, des vêtements, de la nourriture. » Yolanda posa son stylo. « La nourriture dure quelques jours. Les vêtements ne rendent pas une adresse. Un logement temporaire finit toujours par prendre fin. J'ai besoin d'un travail, d'une école stable pour mes enfants et d'une porte que personne ne puisse ouvrir pour nous ordonner de partir. » Wesley resta silencieux. « Tout le monde arrive en voulant résoudre la partie de l'histoire qui lui permet de se sentir bien, » poursuivit-elle. « Ils apportent un sac, prennent une photo et s'en vont. Je n'ai pas besoin d'être la bonne action de quelqu'un. Je ne veux pas prendre de photos. Alors dites-moi pourquoi vous êtes ici. » Il regarda Darnell qui dormait en tenant la fermeture éclair du manteau de sa mère. « Parce que j'ai entendu votre fils demander si vous faisiez du camping. Et j'ai compris que quelqu'un avait pris des décisions sans vous voir. » Yolanda l'observa avec méfiance. « Cette personne sait-elle ce qu'elle a fait ?» Wesley mit du temps à répondre. « Elle ne sait pas encore tout, mais elle a commencé à le découvrir. » Elle reprit son formulaire. « Découvrir ne change rien. »« Je sais. »« Non, monsieur Wesley, vous ne savez pas encore. » Il resta là, sans réponse, tandis que Xia ouvrait les yeux et le fixait. À cet instant, Wesley comprit que trouver Yolanda ne marquerait pas la fin de sa culpabilité. Ce serait seulement le commencement de sa responsabilité. Wesley quitta alors le refuge, sans donner de carte, sans faire de promesses et sans fournir d'explications. À l'hôtel, il ouvrit son ordinateur et consulta des rapports qu'il n'avait jamais examinés avec attention. Il rechercha toutes les expulsions réalisées par Foster Meridian Properties au cours de l'année précédente. Le nombre apparut au centre de l'écran, 847, des familles sorties de chez elles, des appartements vidés, des meubles déposés sur les trottoirs, des enfants transférés d'une école à une autre. Tout cela transformé en dossier clôturé. Il ouvrit les détails. La majorité des expulsions concernaient des familles qui avaient payé correctement pendant des années avant qu'un problème soudain ne survienne. Perte d'emploi, maladie, réduction du nombre d'heures de travail ou décès d'une personne responsable des revenus.
Plus de la moitié étaient des mères ou des pères élevant leurs enfants sans soutien. Presque tous avaient été expulsés avant d'atteindre 60 jours de retard. Wesley téléphona à Derek Langston, le directeur des opérations. « Gèle toutes les procédures d'expulsion. » Derek tarda à répondre. « Dans toutes les villes ?»« Dans toutes. Il y a des actions en cours, des avocats et des délais légaux. Interromps tout ce que tu peux. Aucune nouvelle procédure ne sera engagée tant que nous n'aurons pas révisé les politiques. Le conseil d'administration va réagir. » Alors réunit le conseil. Le lendemain matin, Wesley retourna dans l'immeuble de Kensington Avenue avec des ingénieurs, des électriciens et une équipe indépendante. Il leur demanda d'examiner chaque logement. Les rapports confirmèrent des problèmes de chauffage, des infiltrations, des serrures endommagées, une installation électrique ancienne et des fenêtres mal isolées. L'entreprise exigeait des loyers ponctuels pour des logements qui n'offraient même pas le minimum indispensable. Odessa observait depuis sa porte. Ils sont venus parce que vous êtes apparus ou parce qu'ils se soucient enfin de nous. Ils sont venus parce que je l'ai ordonné. Alors tout dépend encore du fait que vous continuiez à regarder. Cette phrase resta avec lui. Au refuge, Yolanda refusa de le voir pendant 2 jours. Wesley n'insista pas. Le 3e matin, il laissa une enveloppe à la coordinatrice. À l'intérieur se trouvait une proposition. Un appartement de 2 chambres dans le même immeuble, entièrement réparé, sans loyer pendant 6 mois. Ensuite, le loyer serait calculé en fonction des revenus de Yolanda. Il y avait également des informations concernant un entretien pour un poste d'aide-soignante au Temple University Hospital, avec des horaires flexibles et une aide pour la garde des enfants. En bas de la page, Wesley écrivit « Ce n'est pas une faveur, c'est une réparation tardive. » Yolanda l'appela cet après-midi-là. « J'accepte de visiter l'appartement, mais cela ne signifie pas que je vous fais confiance. » « Je comprends. Cela ne signifie pas non plus que tout est réglé. Je sais, vous ne le savez pas encore. Alors apprenez-le-moi. » Elle resta silencieuse. Le lendemain, Yolanda arriva devant le numéro 1847 en tenant ses enfants par la main. Xia reconnut l'immeuble et s'arrêta sur le trottoir. Darnell demanda s'ils revenaient chercher leurs anciennes affaires. Leur mère inspira profondément avant d'entrer. L'appartement 409 était propre, chauffé et meublé avec le nécessaire. Il y avait une table, des chaises, des lits, des ustensiles et de la nourriture. Xia se dirigea vers la plus petite chambre. Elle y trouva un lit couvert d'une couette lilas et un bureau près de la fenêtre. « C'est pour moi ?»« Oui, » répondit Yolanda. « Jusqu'à quand ?» La question fit baisser les yeux à Wesley. Xia ne demanda pas si cette chambre était la sienne. Elle demanda combien de temps elle pourrait la garder avant de la perdre. « Aussi longtemps que ta mère voudra vivre ici, » répondit Wesley. La petite fille regarda Yolanda. Lorsque sa mère acquiesça, Xia posa son sac à dos sur le lit. Ce fut le premier objet rangé dans cette maison. Darnell trouva des cubes de construction dans une boîte. Il s'assit par terre et commença à bâtir une tour. Puis il regarda Wesley. « La porte ferme ?» Wesley lui montra la serrure, le verrou et la chaîne. « Elle ferme et elle ne s'ouvre qu'avec votre permission. » Darnell sourit discrètement. Yolanda s'approcha de la fenêtre du salon et regarda ses enfants explorer les chambres. « Pourquoi faites-vous cela ?»« Parce que mon entreprise vous a pris votre maison. Les entreprises ne prennent pas de décisions toutes seules. J'ai pris des décisions qui ont permis que cela arrive. Et lorsque le reportage ne sera plus une nouveauté, je continuerai à être là. Les hommes riches disent beaucoup de choses lorsqu'ils ont peur de leur propre image. » Wesley accepta la remarque. « Alors, ne croyez pas ce que je dis. Observez ce que je ferai. » Yolanda se retourna vers lui. « Commencez par écouter. » Elle lui expliqua qu'il ne suffisait pas de réparer les murs. Les habitants avaient besoin de parler à de vraies personnes. Les pénalités transformaient de petites dettes en sommes impossibles à payer. Les demandes d'entretien disparaissaient. Des mères manquaient des entretiens d'embauche parce qu'elles n'avaient personne pour garder leurs enfants. Les personnes âgées ne comprenaient pas les avis juridiques. Les familles avaient peur de se plaindre et d'être considérées comme problématiques. Wesley nota tout. La semaine suivante, il réunit le conseil d'administration de Foster Meridian. Il présenta des photographies de l'immeuble, les demandes ignorées et l'historique de Yolanda. « Nous gérons des logements comme s'il s'agissait d'entrepôts », déclara-t-il. Martin Hayes, l'un des administrateurs, croisa les bras.
Nous gérons des actifs. Notre obligation est de protéger les investisseurs. Sans habitants, les actifs ne sont que des murs vides. La compassion ne peut pas remplacer les contrats. Je corrige un système qui transforme un retard temporaire en crise permanente. Martin désigna les rapports. Cela réduira les marges. Peut-être. Alors vous devez le justifier. Wesley montra les coûts associés à chaque expulsion. Honoraires, période sans loyer, réparation, annonce et sélection de nouveaux locataires. Le total était supérieur au coût qu'aurait représenté l'octroi de délais raisonnables. Même financièrement, nous procédons de la mauvaise manière. Le conseil approuva une période d'essai de 6 mois. Wesley trouva cela insuffisant, mais c'était un début. Il mit fin au contrat avec Pinnacle Property Group et créa des équipes internes. Avant toute procédure, un employé devait parler personnellement avec le locataire. Un représentant indépendant examinerait chaque situation. Les familles pouvant prouver une perte de revenus pourraient demander 90 jours de délai sans pénalité. Les demandes d'entretien recevraient une échéance et feraient l'objet d'un suivi. Chaque immeuble aurait une personne chargée d'écouter les locataires. Wesley invita Odessa à participer à la première réunion communautaire. Elle accepta à une condition. « Je ne veux ni café élégant ni beau discours. Je veux des réponses. » Yolanda refusa l'invitation. « Je viens de récupérer ma maison. Maintenant, je dois récupérer ma vie. » Elle se présenta à l'entretien à l'hôpital en portant des vêtements prêtés par la coordinatrice du refuge. Wesley ne téléphona à personne pour exercer une pression. Il s'assura seulement que le processus soit réel. Yolanda parla de ses années d'expérience, expliqua la période pendant laquelle elle avait été sans emploi et fut engagée pour commencer le lundi suivant. Ce soir-là, elle l'annonça à ses enfants pendant le dîner. Xia applaudit. Darnell demanda si cela signifiait qu'il pourrait rester. « Cela signifie que nous recommençons », répondit Yolanda. 2 mois plus tard, l'immeuble semblait différent. Les lumières fonctionnaient. L'ascenseur était de nouveau en service. Les infiltrations avaient été réparées. Odessa avait du chauffage et une nouvelle fenêtre. Dans la cour, on avait installé des balançoires et un panier de basket. Pourtant, les changements les plus importants n'apparaissaient pas sur les photographies. Lorsqu'un locataire perdait son emploi, il recevait une visite avant de recevoir une menace. Lorsqu'une mère demandait un délai, quelqu'un la rappelait. Lorsqu'une personne âgée ne comprenait pas un document, quelqu'un prenait le temps de le lui expliquer. Wesley visitait l'immeuble tous les mois. Il n'avertissait jamais la presse. Il s'asseyait dans la salle communautaire, écoutait les plaintes et suivait les solutions mises en place. Certains habitants restaient méfiants. Il ne leur en voulait pas. Un après-midi, Xia le trouva dans le couloir. « Ma mère a dit que vous étiez le propriétaire d'ici. Je suis responsable de l'immeuble. » Responsable, c'est différent de propriétaire. Wesley réfléchit. Le propriétaire est celui dont le nom figure sur le papier. Le responsable est celui qui doit prendre soin de ce qui se passe. Alors avant, vous étiez seulement propriétaire. Oui. Et maintenant? J'essaie d'être responsable. Elle ouvrit son sac à dos et lui montra un dessin. C'était une maison avec des fenêtres, une porte et 4 personnes dans le jardin. En haut, il y avait un soleil jaune. « C'est notre maison, » dit-elle. J'ai mis une serrure sur la porte. Wesley tint le dessin avec précaution. Elle est très belle. Les maisons ont besoin de personne pour être des maisons. Il comprit qu'il avait passé 2 décennies à acheter des immeubles sans comprendre cette vérité. Il rangea le dessin dans son dossier. 18 mois plus tard, Wesley inaugura l'initiative Porte ouverte dans la salle communautaire de l'immeuble. Yolanda, désormais infirmière auxiliaire diplômée, devint représentante des habitants. Devant les voisins, elle déclara que personne ne devrait perdre son logement simplement parce qu'il traversait une difficulté temporaire. Wesley ne demanda pas publiquement pardon. Il reconnut seulement sa responsabilité et promit de continuer à écouter. Après la cérémonie, Darnell lui montra un dessin de l'immeuble avec des enfants jouant dans la cour. Xia désigna la porte dessinée et déclara qu'elle ne resterait jamais ouverte contre leur volonté. Wesley sourit. Il avait enfin compris que le véritable patrimoine ne consistait pas à posséder des murs, mais à protéger quotidiennement des vies avec dignité.